Un chevalier, rejeté par son propre peuple, sauve une jeune femme de la rivière, sans savoir que cet instant changerait leur destin à jamais et défierait tous les préjugés d'une époque sans pitié. Le soleil couchant teignait de rouge sang les eaux de la Loire, lorsque Louciane entendit les cris désespérés. 3 lunes s'étaient écoulées depuis que les anciens de son ordre de chevalerie l'avaient banni pour le crime impardonnable d'avoir aimé une femme promise à un autre guerrier. Maintenant, il vivait comme une ombre parmi les gorges, chassant seul, dormant sous les étoiles, portant dans sa poitrine une solitude plus pesante que les pierres de la forêt de Brocéliande. Les cris provenaient du méandre où le fleuve devenait traître. Il courut entre les chênes, ses pieds nus effleurant à peine la terre aride. Ce qu'il vit lui glaça le sang dans les veines. Une jeune femme à la peau blanche comme la lune et aux cheveux dorés comme le blé mûr, luttait désespérément contre le courant qui l'entraînait vers des rochers acérés. Ses vêtements de dame européenne, maintenant trempés, s'étaient emmêlés dans les branches submergées. Le fleuve affamé semblait déterminé à la réclamer. Sans réfléchir à 2 fois, Louciane se jeta dans l'eau glacée. Le courant le frappa comme des poings invisibles, mais ses muscles, endurcis par des années de survie, le propulsèrent en avant. La jeune femme ne criait plus. Sa tête plongeait et refaisait surface tandis que ses forces s'évanouissaient. Lorsque Louciane parvint à l'atteindre, ses yeux bleus comme le ciel d'été le regardèrent avec un mélange de terreur et de supplication qui lui transperça l'âme. Il la tira de l'eau avec la force désespérée de celui qui sauve son propre salut. Sur la rive boueuse, sous la lumière dorée du crépuscule, il put la voir clairement pour la première fois. Elle était magnifique, de cette beauté délicate des femmes européennes que l'on voyait rarement dans ces terres sauvages. Mais il y avait quelque chose de plus profond sur son visage, une tristesse ancienne qui parlait d'une souffrance connue. Ses poignets pâles montraient des marques rouges qui ne venaient pas du fleuve. Quelqu'un l'avait blessée, et ce, récemment. Alors qu'elle toussait de l'eau saumâtre et luttait pour reprendre son souffle, Louciane remarqua quelque chose qui lui serra le cœur. Cette jeune femme avait tenté de fuir quelque chose. Ses vêtements déchirés, ses pieds nus et coupés, le désespoir dans ses yeux azur, tout parlait d'une fuite désespérée. Mais de qui? Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il en français. Sa voix était rauque à force de ne pas être utilisée. Des semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait parlé à un autre être humain. Son accent breton, mêlé au français qu'il avait appris des marchands, sonnait étrange à ses propres oreilles. « Geneviève » murmura-t-elle, tremblant non seulement du froid de l'eau. Ses lèvres étaient violettes, mais il y avait plus que du froid dans son tremblement. C'était de la peur pure. Geneviève de Valois. Ce nom éveilla quelque chose dans la mémoire de Louciane. Les marchands qui traversaient parfois le territoire parlaient des Valois, une riche famille noble qui contrôlait des terres de la Normandie à l'Anjou. Ils étaient arrivés du nord il y a des décennies, accumulant pouvoir et richesse au détriment des terres qui appartenaient autrefois à son peuple. Mais cette jeune femme ne semblait pas être la fille gâtée d'un patron européen. Elle ressemblait plutôt à une prisonnière qui avait trouvé un moment pour s'échapper. Le bruit de sabots résonna au loin, accompagné d'aboiements de chiens et de voix masculines criant des ordres en français. Geneviève se tendit comme un animal acculé, ses yeux bleus, cherchant désespérément un endroit où se cacher. La panique transforma son visage angélique en un masque de terreur absolue. « Il me cherche », murmura-t-elle d'une voix brisée, son accent plus raffiné que celui des colons ordinaires. « S'il me trouve », ces mots se perdirent dans un sanglot étouffé qui fit se briser quelque chose dans la poitrine de Louciane. Il n'eut pas besoin qu'elle finisse sa phrase. Louciane connaissait cette peur. Il l'avait vécue lui-même lorsque les guerriers de son propre ordre l'avaient pourchassé à travers des territoires sacrés, criant qu'il était un traître, au sang des chevaliers. Maintenant, en regardant les yeux suppliants de cette femme européenne, il sentit que le destin lui offrait une chance de rédemption. « Venez avec moi », dit-il en l'aidant à se relever avec des mains qui tremblèrent au contact de sa peau froide. « Je connais un endroit où personne ne vous trouvera. » Les sabots se rapprochaient dangereusement. Des voix masculines criaient le nom de Geneviève d'un ton qui mêlait autorité et menace. Parmi les cris, Louciane distingua des mots qui lui glacèrent le sang. La demoiselle, le sauvage, récompense. Ils avaient déjà décidé qu'il était coupable de quelque chose, sans même connaître la vérité. Louciane la prit dans ses bras, sentant son corps tremblant se blottir contre sa poitrine nue. Elle était légère comme une plume, mais sa présence pesait comme une montagne sur sa conscience. Il sauvait une femme blanche, européenne, de son propre peuple. Cela pourrait lui coûter la vie s'il le découvrait.
Ils coururent sur des sentiers que lui seul connaissait, tandis que la nuit tombait sur la forêt comme une couverture protectrice. Luciane déplaçait ses pieds avec la précision silencieuse de son peuple, évitant les pierres branlantes et les branches qui pourraient trahir leur passage. Geneviève s'agrippa à lui avec une force désespérée, son souffle chaud contre son cou envoyant des sensations qu'il ne devrait pas ressentir. Derrière eux, les voix se multiplièrent. Il y avait maintenant plus d'hommes et ils semblaient organisés. Luciane entendit le nom Baron Thierry, répété avec un respect craintif. Qui que soit cet homme, il avait assez de pouvoir pour mobiliser une chasse nocturne avec des dizaines de cavaliers. Dans son refuge secret, une grotte cachée entre des formations rocheuses qu'il avait découvertes lors de ses premières semaines d'exil, Luciane alluma un petit feu avec l'habileté ancestrale de son peuple. La lumière dorée dansa sur le visage de Geneviève, révélant des détails que le crépuscule de la rivière avait cachés. Elle était encore plus belle qu'il ne l'avait pensé, mais aussi plus fragile. Sa peau blanche montrait des ecchymoses à moitié guéries sur le cou, comme des doigts qui auraient serré trop fort. Ses poignets avaient des marques circulaires rouges, signes de corde ou de chaîne. La rage s'enflamma dans les veines du chevalier comme un feu de prairie. « Qui vous a fait cela ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'une fureur contenue qui fit danser les flammes du feu plus violemment. Geneviève ferma les yeux, comme si les mots étaient trop lourds à prononcer. Ses lèvres tremblèrent avant qu'elle ne puisse parler. Mon tuteur, le baron Thierry, et sa femme, la baronne Isabelle, m'ont accueilli lorsque mes parents sont morts de la peste il y a 5 ans. Mais je n'ai jamais été leur pupille. J'ai toujours été leur prisonnière, leur propriété. Les mots sortirent hachés, mêlés à des larmes qu'elle avait trop longtemps contenues. Elle parla d'années d'enfermement, de coups pour la moindre désobéissance, de menaces constantes, de la façon dont le baron Thierry avait utilisé sa tutelle légale pour contrôler l'héritage que ses parents lui avaient laissé, l'isolant du monde extérieur pour que personne ne connaisse la vérité. Il voulait me marier à Sir Rodrigue, un homme cruel qui a 60 ans et a déjà enterré 3 épouses, continua-t-elle d'une voix brisée. Quand j'ai refusé, le baron Thierry m'a enfermé dans le cachot pendant 1 semaine sans nourriture jusqu'à ce que j'accepte. Mais ce matin, quand ils sont venus me chercher pour la cérémonie, j'ai réussi à m'échapper par une fenêtre. J'ai couru jusqu'à la rivière. Et sa voix s'éteignit complètement. Luciane sentit chaque mot se planter dans sa poitrine comme une épine. Il avait connu le rejet, la solitude, l'exil, mais il n'avait jamais connu la cruauté systématique que cette femme décrivait. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas enfui plus tôt ?» demanda-t-il doucement, s'approchant pour couvrir ses épaules de sa couverture de laine. « J'ai essayé de nombreuses fois, murmura Geneviève, mais ils m'ont toujours retrouvé. Le baron Thierry a des hommes dans tous les villages voisins. De plus, où aurais-je pu aller? Je suis une femme seule, sans famille, sans argent. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que je n'avais pas le choix. » Luciane étudia son visage à la lueur du feu. Il y avait dans sa façon de parler une éducation raffinée qui contrastait avec sa situation désespérée. Ce n'était pas une simple paysanne. C'était une femme de haute naissance, éduquée, qui était tombée entre les mains de parents sans scrupules. « Ici, vous serez en sécurité, promit-il, sentant le poids de ses mots. Du moins jusqu'à ce que nous décidions quoi faire. » Mais tous deux savaient que ce ne serait pas si simple. Dehors, dans l'obscurité de la forêt, les cris de la chasse résonnaient encore, et quand le matin viendrait, il apporterait avec lui des décisions qui changeraient à jamais le cours de leur vie. Geneviève s'endormit, recroquevillée près du feu, épuisée par la terreur et la fuite. Luciane la regarda dormir, remarquant comment même dans ses rêves, son visage se contractait de cauchemar. Elle était tout ce qu'il ne devrait pas désirer. Blanche, européenne, de haute naissance, du monde qui avait rejeté son peuple pendant des générations. Mais alors qu'il la regardait respirer doucement, Luciane sentit que quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois depuis son exil, il avait un but qui allait au-delà de la simple survie. Il avait quelqu'un à protéger. L'aube arriva avec des couleurs de feu sur les montagnes, mais Luciane n'avait pas dormi. Toute la nuit, il était resté vigilant, écoutant les échos lointains de la chasse qui s'étendait sur le territoire. Les cris avaient cessé avec les premières lueurs, mais il savait que cela ne signifiait pas un abandon, mais une organisation. Geneviève se réveilla en sursaut, ses yeux bleus cherchant désespérément où elle se trouvait. Un instant, la panique voila son regard, jusqu'à ce qu'elle voie Luciane assis près des braises mourantes du feu. Sa présence semblait la calmer, bien qu'elle tremble encore légèrement. « Sont-ils venus pendant la nuit ?» demanda-t-elle d'une voix rauque,
en se redressant lentement. Ils étaient proches, mais ils ne connaissent pas ces sentiers, répondit Luciane en nourrissant le feu avec des branches sèches. Cependant, nous ne pouvons pas rester ici pour toujours. Le baron Thierry fera venir des traqueurs, peut-être même d'autres tribus qui travaillent pour les colons. La mention de la trahison de son propre peuple fit naître quelque chose d'amer dans sa gorge. Luciane avait vu certains de ses frères vendre leurs compétences aux Blancs pour des pièces de monnaie et de l'alcool. Le désespoir pouvait transformer n'importe quel homme en traître. Geneviève l'observa avec curiosité, remarquant pour la première fois les détails de son sauveur. Il était jeune, peut-être de son âge, avec des traits nobles qui contrastaient avec les cicatrices qui marquaient son torse. Ses cheveux noirs tombaient librement sur ses épaules, et ses yeux sombres avaient une profondeur qui parlait d'une sagesse acquise par la douleur. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle doucement. « Votre peuple et le mien n'ont jamais été alliés. » Luciane la regarda longuement avant de répondre. Il y avait dans la vulnérabilité de cette question quelque chose qui touchait une blessure qu'il croyait refermée. « Parce que je sais ce que c'est d'être rejeté par les siens, dit-il enfin. Il y a 3 mois, les anciens de mon ordre m'ont banni. Mon crime a été d'aimer Élodie, une femme promise depuis l'enfance à notre chef de guerre. Quand il a découvert nos sentiments, les anciens ont décidé que j'étais une menace pour l'harmonie de l'ordre. » Sa voix se remplit d'une tristesse qui l'avait enfermé pendant des mois de solitude. Ils m'ont donné 1 heure pour partir avec seulement mon armure et les vêtements que je portais. Élodie n'a même pas osé me regarder quand je suis parti. Depuis, je vis comme un fantôme entre 2 mondes, rejeté par mon peuple, chassé par le vôtre. Geneviève sentit son cœur se serrer. À ce moment, elle comprit qu'ils étaient tous deux des exilés, chacun chassé de sa place dans le monde par des forces qu'il ne pouvait contrôler. « L'aimiez-vous beaucoup » demanda-t-elle, surprise de la jalousie qu'elle ressentit en prononçant ces mots. « Je le croyais » admit Luciane. « Mais maintenant je pense que j'aimais peut-être seulement l'idée de ne pas être seule. Élodie était belle, mais il y avait quelque chose de froid dans son cœur. Elle n'a jamais rien risqué pour notre amour. Quand les anciens l'ont pressée, elle a choisi la sécurité plutôt que les sentiments. » Geneviève hocha la tête avec une amère compréhension. « Au moins, vous avez choisi d'aimer. On m'a même enlevé cette possibilité. » Alors qu'ils partageaient un frugal petit déjeuner de fruits sauvages que Luciane avait cueillis, Geneviève lui raconta plus de détails sur sa captivité. Ses parents, de riches colons français, étaient morts d'une épidémie de fièvre quand elle avait 15 ans. Le baron Thierry, le jeune frère de son père, s'était présenté comme un tuteur inquiet, mais dès le premier jour, il avait montré ses véritables intentions. Mon père avait accumulé une fortune considérable avec les mines d'argent et le commerce des fourrures, expliqua Geneviève, les yeux perdus dans des souvenirs douloureux. Le baron Thierry savait que s'il me gardait isolé et sous son contrôle, il pourrait gérer cet héritage comme il le voulait. Officiellement, il était mon protecteur. En réalité, il était mon geôlier. Luciane écoutait attentivement, comprenant l'ampleur de la trahison que cette femme avait subie. Elle n'avait pas seulement été maltraitée physiquement, mais systématiquement volée, en utilisant les lois des colons contre elle. « N'avez-vous jamais essayé de contacter les autorités » demanda-t-il. Geneviève rit amèrement. Le baron Thierry est un ami proche du maire et a des affaires avec le juge local. De plus, qui croirait une jeune femme au sujet d'un homme respecté de la communauté? Il m'a fait passer pour folle, instable, incapable de gérer mes propres affaires. Le bruit de sabots interrompit leur conversation. Cette fois, il venait de plusieurs directions selon un schéma organisé qui parlait d'une recherche systématique. Luciane se leva immédiatement, tous ses sens en alerte. « Ils ont amené plus d'hommes » murmura-t-il, se déplaçant vers l'entrée de la grotte pour observer. « Et des traqueurs. Je peux sentir les chiens d'ici. » Geneviève s'approcha de lui, le visage blême d'une peur renouvelée. « Que faisons-nous? Nous devons bouger maintenant. » Luciane éteignit rapidement le feu et rassembla ses quelques affaires. Geneviève n'avait rien à emporter à part les vêtements trempés qu'elle avait portés la nuit précédente. Il lui offrit une tunique de chevalier supplémentaire et des mocassins en cuir qu'il avait fabriqués pendant ses premières semaines d'exil. « Nous ne pouvons pas aller vers le sud, ils surveilleront les routes principales, » expliqua-t-il alors qu'il se préparait à partir. « Nous devrons monter vers les hautes montagnes où les chevaux ne peuvent pas nous suivre facilement. » Ils quittèrent la grotte avec la prudence silencieuse que Luciane avait perfectionnée pendant des mois de survie solitaire. Le terrain était traître, plein de roches instables et de précipices cachés,
mais il connaissait chaque sentier comme s'il faisait partie de sa propre peau. Pendant qu'il grimpait, Geneviève luttait pour suivre le rythme. Ses pieds, habitués aux chaussures délicates d'une demoiselle européenne, saignaient dans les mocassins prêtés, mais elle ne se plaignit pas. Chaque allaitement difficile, chaque pas douloureux l'éloignait davantage du cauchemar qu'avait été sa vie. À mi-chemin des sommets, ils trouvèrent un ruisseau cristallin qui descendait en chantant entre les rochers. Luciane décida qu'il était sûr de s'arrêter brièvement pour que Geneviève se repose et soigne ses blessures. « Tu dois laver ces coupures, sinon elles s'infecteront », lui dit-il en désignant ses pieds blessés. Pendant qu'elle trempait ses pieds dans l'eau froide, Luciane cueillit des herbes médicinales qui poussaient près du ruisseau. Ses mouvements étaient précis, assurés, comme si la nature était un livre qu'il avait lu toute sa vie. « Comment en sais-tu autant sur la médecine ?» demanda Geneviève, en le regardant préparer une pommade avec les plantes. « Ma grand-mère était la guérisseuse de la tribu », expliqua Luciane en appliquant doucement la pâte verte sur ses blessures. « Elle m'a appris que la nature a une réponse à toutes les douleurs si l'on sait où chercher. » Ses mains étaient douces mais fermes. Et Geneviève sentit une chaleur étrange se propager de l'endroit où il la touchait. C'était la première fois, depuis des années, que quelqu'un la traitait avec une véritable tendresse. « Ça doit être très douloureux d'être séparé de ta famille, » murmura-t-elle. Luciane hocha la tête, les yeux fixés sur la tâche de panser ses pieds avec des bandes de tissu qu'il avait arrachées de sa propre tunique. Mais c'était peut-être nécessaire. Dans la tribu, je n'aurais jamais connu d'autre monde, d'autre façon de penser. Maintenant, en vivant entre les montagnes, j'ai appris des choses que les anciens n'enseignent jamais. Comme quoi? Comme le fait que la douleur peut être un maître si l'on est prêt à écouter. Que la solitude n'est pas toujours une ennemie. Et que parfois, les personnes les plus différentes peuvent mieux se comprendre que celles qui partagent le même sang. Leurs regards se croisèrent au-dessus du ruisseau chantant, et quelque chose se passa entre eux que ni l'un ni l'autre ne sut nommer. C'était plus que de la gratitude, plus que de la sympathie. C'était la reconnaissance de deux âmes qui avaient trouvé dans l'autre un reflet de leur propre souffrance et de leur propre espoir. Le moment fut interrompu par l'aboiement lointain de chiens. Les chiens de piste avaient trouvé leurs traces. « Nous devons continuer », dit Luciane en l'aidant à se relever. Alors qu'ils poursuivaient leur ascension vers les sommets enneigés, Geneviève se rendit compte que quelque chose avait changé en elle. Pour la première fois depuis 5 ans, elle ne ressentait pas seulement de la peur, mais aussi de l'espoir. Et quelque chose de plus dangereux et de plus beau. Elle sentait qu'elle n'était pas seule. Derrière eux, les voix des poursuivants se rapprochaient, mais elles ne sonnaient plus comme une mort inévitable. Elles sonnaient comme l'écho d'un monde qu'ils avaient tous deux laissé derrière eux. Un monde qui les avait rejetés mais qui n'avait plus de pouvoir sur leur cœur. Dans les hauteurs, où l'air se raréfiait et où les aigles construisaient leur nid, deux fugitifs trouvaient quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient cherché, mais dont ils avaient tous deux désespérément besoin. La compréhension que tous les exils ne sont pas des punitions. Certains sont la liberté. Les hautes montagnes devinrent un refuge pendant 3 semaines qui transformèrent 2 vies à jamais. Dans une grotte plus spacieuse et plus protégée, cachée derrière une cascade qui tombait comme un rideau de cristal, Luciane et Geneviève établirent un foyer temporaire qui devint peu à peu plus réel que n'importe quel endroit qu'ils avaient connu auparavant. Le jour, il lui enseignait les secrets de la survie. Comment lire les nuages pour prédire les tempêtes, quelles plantes étaient comestibles et lesquelles étaient toxiques, comment bouger les mains pour que les petits animaux ne s'enfuient pas. Geneviève apprenait avec une rapidité qui le surprenait, ses mains délicates s'adaptant à des tâches qu'elle n'aurait jamais imaginé accomplir. Les nuits, près du feu qu'ils entretenaient toujours, ils partageaient des histoires qui allaient au-delà de leur tragédie. Geneviève lui parlait des livres qu'elle avait lus en secret dans la bibliothèque de son père, de poèmes qu'elle connaissait par cœur et de chansons que sa mère lui avait apprises. Luciane lui parlait des légendes de son peuple, des esprits qui habitaient chaque rocher et chaque arbre, de la sagesse transmise de génération en génération. Une nuit, alors que la pleine lune baignait le paysage montagneux de sa lumière argentée, Geneviève remarqua que Luciane l'observait avec une intensité différente. Ce n'était plus seulement de la protection qu'elle voyait dans ses yeux sombres. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, blottie près du feu avec la couverture qu'il lui avait tissée à partir de fibres de plantes sauvages. « Je pense que je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi, » répondit-il avec une honnêteté qui tranchait comme un couteau. « Dans mon peuple, les femmes sont fortes, mais tu as une force différente.
Tu as survécu à des années de mauvais traitements, et tu gardes encore de la bonté dans ton cœur. Geneviève sentit qu'elle rougissait, mais elle ne détourna pas le regard. Tu m'as appris que la bonté n'est pas une faiblesse. Pendant si longtemps, j'ai pensé que la douceur avait fait de moi une victime, mais tu m'as montré qu'on peut être fort et bienveillant à la fois. Luciane se rapprocha d'elle, le feu créant des ombres dansantes sur son visage ciselé. Geneviève, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai ressenti et que je ne devrais pas ressentir. Elle le regarda avec des yeux qui savaient déjà ce qu'il allait avouer car elle luttait contre les mêmes sentiments depuis des jours. Je le ressens aussi, murmura-t-elle avant qu'il ne puisse continuer. Je sais que c'est impossible. Je sais que nos mondes n'accepteraient jamais cela. Mais je ne peux pas l'empêcher. Les mots flottèrent entre eux comme des étincelles du feu, dangereux et beaux. Luciane tendit la main et toucha doucement le visage de Geneviève, ses doigts traçant la ligne de sa joue avec révérence. « Si nous restions ici pour toujours, penses-tu que nous pourrions être heureux ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Mais je sais que ce furent les jours les plus heureux de ma vie. » C'est alors qu'ils s'embrassèrent pour la première fois, sous les étoiles du désert qui avaient été témoins de leur fuite. Le baiser fut d'abord doux, plein de la tendresse de deux personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre ce qu'elles ne savaient pas qu'elles cherchaient. Puis il s'approfondit, chargé de toute la passion et du désespoir de ceux qui savent que leur amour défie les lois de deux mondes. Quand ils se séparèrent, ils avaient tous deux des larmes dans les yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de la compréhension écrasante qu'ils avaient trouvé quelque chose d'extraordinaire à l'endroit le plus improbable. « Je t'aime », lui dit Luciane, les mots sortant de son cœur comme l'eau d'une source. « J'aime ta force, ta douceur, la façon dont tu vois la beauté même dans cet endroit sauvage. J'aime comment ton sourire peut illuminer une grotte sombre. Et moi je t'aime, » répondit Geneviève, sa voix tremblante d'émotion. « J'aime ta noblesse, ta sagesse, la façon dont tu prends soin de tout ce qui t'entoure. J'aime comment tu me fais sentir précieuse, non pas comme une propriété, mais comme une personne. » Cette nuit-là, ils dormirent enlacés sous les couvertures, ne faisant que s'embrasser et se murmurer des mots d'amour qui sonnaient comme des prières. Tous deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Le lendemain matin apporta une surprise inattendue. Alors que Geneviève cueillait des baies près du ruisseau, elle entendit le bruit d'un cheval s'approchant lentement. Son premier instinct fut de courir vers la grotte, mais quelque chose dans le rythme lent des sabots la fit s'arrêter. Un homme âgé, vêtu d'une soutane de franciscain, apparut entre les arbres, monté sur une mule fatiguée. Son visage ridé et bienveillant ne montrait aucune menace, et ses yeux gris avaient la sagesse sereine de quelqu'un qui a consacré sa vie à servir les autres. « Bonjour ma fille », la salua-t-il d'une voix douce. « Je suis le père Michel de la mission de Saint-Joseph. Je suis venu te chercher. » Geneviève sentit son sang se glacer, mais le vieil homme leva une main dans un geste pacifique. « Je ne viens pas te livrer au baron Thierry, » continua-t-il. « Je viens parce que j'ai entendu des rumeurs inquiétantes sur ta situation et je crois que tu dois connaître la vérité sur ton héritage. » À ce moment, Luciane sortit d'entre les rochers, son arc tendu, prête à protéger Geneviève de toute menace. Mais le père Michel le regarda sans crainte, avec même du respect. « Tu dois être le jeune chevalier qui l'a sauvé, » dit le prêtre. « J'ai entendu parler de ta noblesse, mon fils. Au village, on dit que tu es un sauvage, mais je vois dans tes yeux l'âme d'un homme honorable. » Luciane abaissa lentement son arc. Quelque chose dans la présence sereine du vieil homme désarmant sa méfiance naturelle. « Quelle vérité ?» demanda Geneviève en s'approchant prudemment. Le père Michel descendit de sa mule et s'assit sur un rocher, les invitant à s'approcher. « Ton père m'a confié certains documents avant de mourir. Des documents dont le baron Thierry ignore l'existence. Ton héritage est bien plus important que tu ne l'imagines, et il y a des dispositions spécifiques que ton tuteur a violées. » Les minutes qui suivirent changèrent tout ce que Geneviève croyait savoir sur sa situation. Son père, se méfiant de son jeune frère, avait créé une fiducie secrète qui transférait automatiquement tout l'héritage à Geneviève lorsqu'elle atteindrait l'âge de 20 ans, quel que soit son état civil. De plus, il avait laissé des preuves des tendances contrôlantes du baron Thierry, demandant spécifiquement au père Michel de veiller au bien-être de sa fille. « Le baron Thierry te vole depuis 5 ans, » expliqua le prêtre. Et le mariage forcé avec sœur Rodrigue est sa dernière tentative désespérée de garder le contrôle. Si tu te maries sous la contrainte, il peut prétendre que ton mari doit gérer ton héritage. Geneviève resta sans voix, submergée par l'ampleur de la trahison. Luciane, comprenant les implications, demanda « Qu'est-ce que cela signifie pour elle ?»
Cela signifie que Geneviève est légalement libre et très riche, répondit le père Michel. Mais cela signifie aussi que le baron Thierry est devenu désespéré. Un homme désespéré est capable de tout. Comme s'ils avaient invoqué le diable par leurs paroles, le bruit de nombreux chevaux parvint de la vallée en contrebas. Cette fois, ce n'étaient pas des éclaireurs, c'était une armée. Ils m'ont suivi, murmura le père Michel avec une expression inquiète. Je pensais avoir été prudent. Luciane était déjà en mouvement, guidant Geneviève vers des sentiers plus élevés que lui seul connaissait. Mais tous deux savaient que cette fois, ce serait différent. Le baron Thierry avait amené assez d'hommes pour encercler toute la montagne. Ils ne peuvent pas nous suivre partout pour toujours, dit Geneviève en courant. Mais nous ne pouvons pas non plus fuir pour toujours. Elle avait raison. Leur amour avait fleuri dans l'isolement des montagnes, mais le monde réel était venu les réclamer. Et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire facile. Alors que les voix des poursuivants se multipliaient dans les montagnes arides, Luciane et Geneviève réalisèrent que leur histoire d'amour avait atteint sa première grande épreuve. Ils devraient affronter ensemble les forces qui s'opposaient à leur union, ou tout perdre dans la tentative. Au loin, le baron Thierry criait des ordres qui résonnaient entre les rochers comme des coups de tonnerre, mais dans les cœurs des deux fugitifs, l'amour avait jeté des racines si profondes que même la menace de la séparation ne pouvait les déraciner. La véritable bataille venait de commencer. La trahison arriva à l'aube, au moment où ils s'y attendaient le moins. Alors que Luciane, Geneviève et le père Michel planifiaient leur fuite vers un territoire plus sûr, une silhouette familière émergea d'entre les rochers, les mains en l'air et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ne tirez pas, » dit Thomas, le marchand métis qui avait aidé Luciane pendant ses premières semaines d'exil. « Je viens seul, en ami. » Luciane sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Thomas connaissait toutes ses cachettes, avait partagé sa nourriture et écouté ses histoires au coin du feu. S'il était ici, cela signifiait que la situation avait radicalement changé. « Comment nous as-tu trouvés ?» demanda Luciane, gardant son arc prêt mais sans viser directement. « Le baron Thierry a offert 500 pièces d'argent pour des informations sur ta position, » répondit Thomas, évitant de regarder directement dans les yeux de celui qu'il avait autrefois considéré comme son ami. « Ma famille meurt de faim, frère. Ma femme a perdu le bébé la semaine dernière, et nous n'avons pas d'argent pour les médicaments. » La douleur dans la voix de Thomas était sincère, mais cela ne rendait pas la trahison moins douloureuse. Geneviève s'approcha de Luciane, sentant la tension s'épaissir dans l'air de la montagne. « Combien de temps avons-nous » demanda le père Michel avec la résignation de quelqu'un qui a vu trop de méchanceté humaine. « Peut-être 1 heure, admit Thomas. Je leur ai dit que je vous avais vu vous diriger vers le nord, mais le baron Thierry n'est pas idiot. Il enverra des groupes dans toutes les directions. » Luciane hocha la tête amèrement. « Va, Thomas. Prends ton argent et prends soin de ta famille. Mais ne me cherche plus jamais. » Le marchand s'éloigna la tête basse, portant le poids de la nécessité qu'il avait transformé en traître. Quand il disparut entre les rochers, les 3 survivants se regardèrent avec la compréhension silencieuse que leur temps de paix était terminé. « Nous ne pouvons plus fuir, » dit Geneviève avec une détermination qui surprit les 2 hommes. « Je dois affronter le baron Thierry et réclamer ce qui m'appartient. »« Trop dangereux, » protesta Luciane. « Il a le pouvoir, les hommes, les lois de son côté. »« Mais j'ai la vérité, » répliqua-t-elle en montrant les documents que le père Michel avait apportés. « Et j'ai quelque chose de plus précieux que l'argent. J'ai quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre. » Ces paroles touchèrent quelque chose de profond dans le cœur de Luciane. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de multiples sabots résonna de plusieurs points différents. Le baron Thierry avait appris de ses erreurs passées, et cette fois, il avait complètement encerclé la montagne. « Geneviève !» cria une voix puissante qui rebondit entre les rochers comme le tonnerre. « Sors immédiatement, ou le sauvage qui t'a enlevé paiera le prix de ton entêtement. » C'était le baron Thierry en personne, et il avait amené au moins 20 hommes armés. Luciane pouvait voir les reflets du soleil sur les canons des fusils qui brillaient à travers la végétation. « Que faisons-nous » murmura Geneviève, son courage momentané vacillant devant la réalité de la supériorité numérique de leurs poursuivants. Luciane étudia le terrain avec les yeux d'un guerrier. Il connaissait chaque rocher, chaque sentier, chaque grotte de cette montagne. Mais même avec cet avantage, 3 personnes contre 20 étaient des chances impossibles. « Je vais me rendre, » décida-t-il finalement. « S'ils me voient comme un prisonnier, peut-être qu'ils ne te feront pas de mal. » « Non. »
La protestation de Geneviève fut si féroce que plusieurs oiseaux s'envolèrent des arbres voisins. « Je ne te laisserai pas te sacrifier pour moi. »« Il y a une autre option, » interrompit le père Michel d'une voix pensive. « Mais elle exige que vous ayez plus confiance en la justice divine qu'en la force humaine. » Les minutes qui suivirent furent un tourbillon de planification désespérée. Le père Michel connaissait des aspects juridiques que ni Luciane ni Geneviève n'avaient envisagés. S'il pouvait atteindre le village et présenter les documents devant le juge avec des témoins, le baron Thierry perdrait automatiquement sa tutelle et le contrôle de l'héritage. « Mais d'abord, nous devons sortir d'ici vivants », souligna Luciane avec pragmatisme. La solution vint d'une source inattendue. Parmi les hommes du baron Thierry, il y en avait plusieurs que Luciane reconnut comme d'anciens ennemis de sa tribu. Des chevaliers qui avaient vendu leurs services aux colons. Mais il y en avait aussi un qui fit battre son cœur d'un espoir renouvelé. « C'est Tristan », murmura-t-il en plissant les yeux pour mieux voir entre les rochers. « Tristan a été mon compagnon de chasse pendant des années avant mon exil. S'il a encore une certaine loyauté envers son frère de sang, peut-être. » Luciane émit un sifflement bas et complexe, un code que seuls les guerriers de sa tribu connaissaient. Le son se mêla au vent de la montagne, mais aux oreilles entraînées, il parvint clair comme une cloche. La réponse vint après plusieurs minutes tendues. 2 sifflements courts et un long. Tristan était là, et il était prêt à écouter. Cette nuit-là, alors que le baron Thierry établissait son camp dans la vallée pour attendre que la faim et la soif forcent la reddition des fugitifs, Tristan réussit à s'approcher du refuge secret. « Frère », fut la première chose qu'il dit en voyant Luciane, en utilisant le mot de chevalier qui signifiait plus que la parenté de sang. « Les anciens reconsidèrent ton exil. Élodie a avoué qu'elle t'avait séduit et non l'inverse. » La nouvelle frappa Luciane comme un éclair, mais il ne ressentit pas la joie qu'il avait attendue pendant des mois. Son cœur appartenait déjà à une autre personne, à un autre monde. « Peux-tu nous aider ?» demanda-t-il directement. Tristan regarda Geneviève avec curiosité, remarquant comment elle se tenait près de Luciane avec une naturelle protecteur. « Est-ce elle la raison pour laquelle tu n'es pas rentré à la maison ?»« Elle est ma maison maintenant, » répondit Luciane sans hésitation. Tristan hocha la tête, avec compréhension. Parmi les chevaliers, le véritable amour était respecté au-delà des conventions sociales. Demain, à l'aube, le baron Thierry prévoit de monter avec tous ses hommes. Il dit qu'il brûlera toute la montagne si nécessaire. « Et toi, que feras-tu » demanda Geneviève, parlant pour la première fois. Tristan l'étudia longuement. « Mon frère t'a sauvé la vie parce qu'il a un bon cœur. S'il t'aime, ce doit être parce que tu l'as aussi. Je vous aiderai. » Le plan qu'ils conçurent cette nuit-là était risqué jusqu'à la folie, mais c'était leur seule chance. Tristan créerait une diversion du côté ouest de la montagne, attirant la plupart des hommes de ce côté. Pendant ce temps, Luciane, Geneviève et le père Michel descendraient du côté est et couraient vers le village. « Si quelque chose tourne mal, » dit Luciane à Geneviève, alors qu'ils se préparaient pour ce qui pourrait être leur dernière nuit, « je veux que tu saches que ces mois avec toi ont été les plus heureux de ma vie. » « Ne parle pas comme si nous allions mourir, » répliqua-t-elle. Mais ses yeux brillaient de larmes non versées. « Nous allons nous en sortir ensemble et nous construirons une vie ensemble. » Ils s'embrassèrent avec le désespoir de ceux qui ne savent pas s'ils le referont un jour, mais aussi avec l'espoir de ceux qui ont trouvé quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre jusqu'au bout. L'aube arriva avec un épais brouillard qui montait des vallées, comme si la nature elle-même avait décidé d'aider à leur fuite. Tristan tint parole, créant une agitation à l'ouest qui attira presque tous les poursuivants. Mais le baron Thierry n'était pas du genre à se laisser facilement berner. Quand Luciane, Geneviève et le père Michel sortirent du côté est, des hommes les attendaient déjà. « Halte !» cria le baron Thierry en sortant de derrière un rocher, un pistolet à la main. Ce jeu ridicule est terminé. C'était un homme d'âge mûr, bien habillé, mais avec des yeux cruels qui parlaient de décennies de pratique de la cruauté comme un art. Sa présence dégageait le pouvoir corrompu de quelqu'un qui a utilisé la loi pour justifier des abus. « Geneviève, ma chère nièce, » dit-il d'une voix faussement douce, « tu as causé beaucoup de problèmes pour un caprice romantique. Mais tout cela va prendre fin maintenant. »« Je ne suis pas votre nièce, » répliqua Geneviève avec plus de courage qu'elle n'en ressentait. « Et vous n'êtes pas mon tuteur. Tant que tu n'es pas dûment marié, je suis responsable de toi devant Dieu et la loi, » répondit le baron Thierry. « Et ce sauvage sera pendu pour enlèvement. »« Il ne m'a pas enlevé, » déclara Geneviève. « Il m'a sauvé de vous. »
Le visage du baron Thierry se tordit d'une rage sincère. « Assez, garde, arrêtez le chevalier et amenez la demoiselle. Il est temps pour elle de retourner à la civilisation. » Mais avant que quiconque puisse bouger, le père Michel fit un pas en avant, les documents en l'air. « Baron Thierry, dit-il d'une voix qui résonnait d'une autorité morale, je crois qu'il y a certaines questions juridiques que nous devons d'abord discuter. » Le matin devint silencieux lorsque le père Michel tendit les documents au baron Thierry avec des mains qui ne tremblaient pas. Il y avait dans la posture du vieux prêtre quelque chose qui fit hésiter même les gardes armés, comme si une force invisible était descendue sur la montagne. « Ces documents, dit le père Michel d'une voix qui tranchait l'air comme une épée, prouvent que vous avez systématiquement violé la dernière volonté de votre frère pendant 5 ans. » Le baron Thierry arracha les papiers des mains du prêtre, ses yeux parcourant rapidement les lignes écrites. À chaque mot qu'il lisait, son visage devenait plus pâle, jusqu'à ce qu'il devienne finalement blanc comme la chaux. « Ça ne peut pas être valide, » murmura-t-il, mais sa voix avait perdu toute son autorité antérieure. « C'est tout à fait valide, » répliqua le père Michel. « Votre frère m'a confié ces documents parce qu'il se méfiait déjà de vos intentions. Geneviève a eu 20 ans il y a 2 mois, ce qui signifie qu'elle a automatiquement hérité de toute la fortune familiale, sans avoir besoin de votre tutelle ou de votre approbation. » Les gardes commencèrent à murmurer entre eux, confus par le tournant inattendu des événements. Certains commençaient déjà à baisser leurs armes, comprenant qu'ils avaient peut-être poursuivi la mauvaise personne. De plus, continua le père Michel en élevant la voix pour que tout le monde puisse entendre, ces documents révèlent que le baron Thierry a détourné des fonds de l'héritage vers ses propres comptes. En termes juridiques, cela s'appelle un vol. Le baron Thierry recula comme si les mots étaient des coups physiques. Mensonge, tout ce que j'ai fait, c'est protéger une jeune fille instable de ses propres décisions imprudentes. La protéger? La voix de Geneviève s'éleva avec une force que personne n'avait entendue auparavant. Appelez-vous les coups, l'enfermement, les menaces une protection? Appelez-vous le fait d'essayer de me vendre au plus offrant une protection? Elle s'approcha du baron Thierry d'un pas ferme, et pour la première fois en 5 ans, il recula devant elle. « J'étais une enfant effrayée quand mes parents sont morts. » Continua Geneviève, sa voix gagnant en puissance à chaque mot. « Je vous ai fait confiance parce que je pensais que vous étiez de la famille. Mais vous n'avez vu qu'une occasion de vous enrichir sur ma douleur. » Luciane observait avec fierté et admiration la femme qu'il aimait se transformer sous ses yeux. Ce n'était plus la jeune femme terrifiée qu'il avait sauvée de la rivière. C'était une femme qui revendiquait son pouvoir, sa voix, sa vie. « Les gens du village doivent entendre cela, » déclara le père Michel. « Baron Thierry, vous viendrez avec moi au tribunal pour expliquer ces irrégularités. »« Je n'irai nulle part, » cria le baron Thierry en sortant un petit pistolet de sa veste. « Cette fortune m'appartient de droit. C'est moi qui ai travaillé pour la maintenir, qui ai pris les décisions difficiles. » L'arme était pointée directement sur Geneviève. Mais avant que le baron Thierry ne puisse appuyer sur la gâchette, Luciane se déplaça avec la vitesse d'un jaguar. Sa flèche traversa l'air et se planta dans le poignet de l'homme, lui faisant lâcher le pistolet avec un cri de douleur. Au même instant, Tristan sortit d'entre les rochers avec 3 autres guerriers, encerclant les gardes confus qui ne savaient plus à qui obéir. « C'est fini, baron Thierry, » dit le père Michel avec un regret sincère. « Votre cupidité vous a perdu. » Ce qui suivit fut comme se réveiller d'un cauchemar qui avait duré 5 ans. Les gardes, réalisant qu'ils avaient servi un criminel, refusèrent d'obéir à d'autres ordres. Certains exprimèrent même leur honte d'avoir poursuivi une femme innocente. Le voyage de retour au village devint une étrange procession. Le baron Thierry chevauchait les mains liées, escorté par ses propres hommes qui servaient maintenant la justice. Geneviève chevauchait à côté de Luciane, leurs mains enlacées comme une promesse qu'ils ne laisseraient plus jamais rien les séparer. Au village, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gens se rassemblèrent sur la place principale pour assister à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Une jeune femme revendiquant son héritage et sa liberté, accompagnée d'un chevalier qui avait tout risqué par amour. Le juge, un homme âgé qui avait connu le père de Geneviève, examina les documents avec une attention méticuleuse. Ses conclusions étaient claires et irrévocables. Le baron Thierry avait violé la loi et la confiance, tandis que Geneviève était l'héritière légitime de l'une des plus grandes fortunes de la région. « Mademoiselle de Valois, » dit le juge solennellement, « je regrette profondément les souffrances que vous avez endurées. La justice est arrivée tard, mais elle est arrivée.
le baron Thierry fut formellement arrêté, faisant face à des accusations de vol, de falsification de documents et de mauvais traitement. Sa femme, la baronne Isabelle, apprenant la situation, demanda immédiatement le divorce et témoigna des années de cruauté dont elle avait été témoin. Mais le moment le plus émouvant arriva lorsque Geneviève s'adressa à la foule rassemblée sur la place. « Pendant 5 ans, dit-elle d'une voix claire qui parvint à tous les coins, j'ai vécu comme une prisonnière sur ma propre terre. Mais un homme bon, noble et courageux m'a sauvé la vie et m'a appris que le véritable amour ne connaît pas de barrière de race ou de classe. » Elle prit la main de Luciane sous le regard de tout le village. « Luciane m'a montré que la vraie noblesse ne vient pas du nom que l'on porte, mais du cœur que l'on a. Il est plus honorable que n'importe quel homme que j'ai jamais connu. » Un murmure parcourut la foule, mais ce n'était pas un murmure de désapprobation. C'était un murmure d'étonnement. Et peu à peu, de respect. Le père Michel s'approcha d'eux avec un sourire qui illuminait son visage ridé. « Si vous êtes sûr de votre amour, dit-il, ce serait un honneur pour moi d'officier votre mariage. » Le mariage eut lieu une semaine plus tard, sous un ciel clair qui semblait bénir l'union. C'était une cérémonie unique qui combinait les traditions chrétiennes et tribales, symbolisant l'union non seulement de 2 personnes, mais de 2 mondes. Tristan et d'autres guerriers vinrent de la montagne pour honorer leurs frères retrouvés. Les anciens de la tribu, apprenant la noblesse dont Luciane avait fait preuve, levèrent officiellement son exil et lui donnèrent leur bénédiction pour cette nouvelle vie. Geneviève portait une robe blanche simple mais élégante, ornée de perles de la tribu que les femmes lui avaient offertes. Luciane portait un mélange de vêtements traditionnels et occidentaux, symbolisant son rôle de pont entre 2 cultures. Quand ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, la foule éclata en applaudissements qui résonnèrent dans toute la vallée. C'était le son de l'espoir, de la possibilité que l'amour puisse triompher des préjugés. Avec son héritage retrouvé, Geneviève et Luciane établirent une école spéciale à la périphérie du village, où les enfants de la tribu et les enfants de colons apprenaient ensemble. Ils enseignaient que les différences culturelles étaient des trésors à célébrer et non des barrières à diviser. Des années plus tard, lorsque les voyageurs s'enquéraient du couple interracial qui avait transformé la région, les anciens du village racontaient l'histoire du chevalier solitaire qui avait sauvé une jeune femme de la rivière, sans imaginer que cet acte de bonté changerait à jamais leur destin à tous les 2. Leur amour devint une légende, mais plus important encore, il devint un exemple. Ils prouvèrent que lorsque 2 cœurs se rencontrent dans la vérité et la bonté, aucune force sur terre ne peut les séparer pour toujours.